Bonjour à tous et bienvenue, abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube, également abonnés de l'application. D'ailleurs, je précise pour les abonnés de la chaîne YouTube qu'il y a l'application. Ça coûte 5 € par mois, c'est pour voir notre cœur de métier. Nos documentaires sont disponibles sur l'application. Donc abonnez-vous aussi à l'application. Je sais que nous avons beaucoup de monde sur notre chaîne YouTube et je vous encourage à aller voir, à faire le test pour voir ce que nous créons, ce que nous faisons chez Omerta en dehors des grands entretiens, en dehors également des quelques bandes son et autres que nous mettons sur l'application. Mais allez-y, c'est vraiment là que se trouve le cœur de notre métier. Cœur de notre métier également avec le magazine. Magazine premier hors-série Omerta, Ukraine, la vérité du terrain. Cet enfer où l'on pourrait envoyer nos soldats, c'est en écho évidemment aux propos d'Emmanuel Macron qui pense toujours envoyer des soldats en Ukraine. Donc si vous voulez savoir comment ça se passe en Ukraine, c'est 2 ans de reportage que nous avons fait là-bas. Nous avons suivi les principales étapes, les principales articulations de cette guerre sur le terrain. Et également, nous avons les analyses du CF2R, les équipes d'Éric Denessé, qui viennent en complément appuyer, nous expliquer l'évolution militaire de ce conflit. Je vous signale, avant d'en arriver à notre invité, également la sortie sur l'appli, cette fois, donc cette fameuse appli dont je parle, de notre documentaire Bosnie Frères Ennemis, réalisé il y a 1 mois avec Julie Perron, donc au cœur de la Bosnie, 30 ans après la guerre qui a ensanglanté le cœur de l'Europe, les Balkans. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de témoignages, donc encore un documentaire Made in Omerta que vous pouvez retrouver sur l'appli. J'en arrive à notre invitée du jour, celle pour qui vous venez aujourd'hui suivre cette conversation. Anne-Laure Bonnel. Alors, bonjour Anne-Laure. Bonjour Régis. Anne-Laure, alors on ne vous présente plus puisque vous êtes déjà venue une fois, mais on va quand même vous représenter. Vous êtes journaliste, vous êtes réalisatrice, documentariste, vous avez beaucoup travaillé en Ukraine. Vous êtes allée depuis 2014, c'est très important, dans le Donbass. Ce sera une de mes questions d'ailleurs. Comment vous avez senti un petit peu que les choses allaient se passer et qu'il y aurait ce cataclysme mondial qui se produirait là-bas. Vous avez également travaillé sur l'Arménie, documentaire sur l'Arménie, sur la guerre de septembre 2020 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Vous avez travaillé aussi sur les Gilets jaunes, enfin plein de choses. Et aujourd'hui, donc, on vous a chez Omerta, alors bienvenue. Je vais commencer par une première question. Quand on s'est eu au téléphone l'autre jour, je laisse le magazine ici, on a parlé d'un problème récurrent auquel je ne suis pas le seul, vous n'êtes pas la seule à faire face, c'est la question de Wikipédia. Ayant une petite notoriété, l'un comme l'autre, nous avons droit à notre fiche Wikipédia. Il s'avère que notre fiche Wikipédia, eh bien, elle ne correspond pas tout à fait à ce que nous sommes. Elle ne reflète pas tout à fait, même pas du tout parfois, ce que nous avons fait, qui nous sommes, nos personnalités. Or, cette merveilleuse invention d'une sorte d'encyclopédie en ligne était censée finalement refléter la réalité des personnages. Or, quand je lis, parce qu'avant de venir ici, je me suis penché sur votre fiche Wikipédia, est-ce que vous avez l'impression que ce sont vos ennemis qui écrivent votre biographie ? Alors, je suis très étonnée, c'est une bonne question. Je suis très étonnée, d'une part, par la chronologie de la création de ma fiche Wikipédia. La première question que je me pose, pourquoi elle est créée aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près il y a une semaine, le 26 avril. Elle a été créée il y a une semaine. Elle a été créée il y a une semaine. Elle n'a pas été créée lorsque j'ai travaillé pour France Télévisions et lorsque j'ai remporté des concours. J'avais déjà une petite médiatisation en 2014. Elle n'a pas été créée pour mon film sur la guerre en Arménie en 2020, alors que ce film révélait des exactions et des crimes de guerre et a été supporté par certains partis politiques. Valérie Boyer, je crois. Valérie Boyer, également par Le Figaro, Buisson, oui. Etc. Donc c'est un film qui a eu certes un succès de niche, mais un succès éditorial. Et elle est apparue soudainement. Elle n'a pas été créée, ça c'est important aussi de le préciser, en 2014, lors de la sortie de mon premier documentaire sur le Donbass. Elle n'a pas été créée en 2022, lors de la sortie difficile de mon deuxième documentaire Donbass, 8 ans après. Elle est apparue le 26 avril.
2024. 2024, il y a une dizaine de jours. Oui. Pourquoi? On ne sait pas. Quel est l'objectif? On ne le comprend pas. Et surtout, elle est apparue en ne disant absolument rien de mon passé. Oui. La première version, parce qu'il y a plusieurs versions. Donc, c'est là que j'ai commencé à observer et essayer de comprendre comment fonctionne cette encyclopédie ouverte à de nombreux contributeurs. Et finalement, eh bien, je me rends compte qu'on peut y dire un peu tout. Enfin, pas si ouverte que ça. Voilà, parce que... des choses très justes, mais aussi des choses qui ne sont absolument pas fiables. Et pour le coup, là, j'incarne cette absence totale de fiabilité. Mon passé n'avait pas, dans les premières versions, été décrit. Mes films n'apparaissaient nulle part. Et le seul terme qui a été employé, qui est extrêmement dangereux, d'une part qui est mensonger, d'autre part qui est dangereux pour ma sécurité et celle de ma famille et ma sécurité à l'étranger si je repars sur le terrain filmer des guerres, propagandiste du Kremlin. Oui, d'accord. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je suis très ouverte à la critique. Je pense que je le prouve depuis 2022. Je n'ai jamais limité l'accès à mes réseaux sociaux. Je n'ai bloqué personne et j'ai toujours laissé ouvert les posts aux commentaires. Oui. Donc le débat, je suis là. Si quelqu'un veut s'exprimer, discuter, dialoguer, critiquer, on peut me contacter sans aucune difficulté. Or, là, on a une page qui est écrite sans aucune épaisseur historique, qui ment, qui parle de propagande. Il n'y a pas de propagande quand on évoque le passé, qu'on est ouvert au dialogue. Et d'autre part, qui revient sur quelque chose qui a fait polémique et qui n'est pas de la désinformation. Ça, il faut bien le répéter, ce n'est pas de la désinformation. C'est la polémique qu'il y a eu à mon sujet en 2022 lorsque j'ai cité 15 000 morts en Ukraine. Vous parliez de la guerre de 2014 au Donbass. Ces 15 000 morts, il faut rappeler que... Des deux côtés. J'ai cité ce chiffre pendant un extrait d'un journal télévisé où vous n'avez absolument pas le temps de développer quoi que ce soit parce que ça va très vite. En plus, j'ai été coupée en pleine antenne. Or, peu importe. En 1 minute 30, il fallait le caler parce qu'en 2022, l'ensemble de la France découvre qu'il y a une guerre en Ukraine. Or, celle-ci a commencé en 2014. Et je vous rappelle, Régis, qu'on commence à peine à le dire. La guerre a commencé en 2014. Pendant un an et demi, tout le monde a cité le 24 février pour citer le début de la guerre. Ce qui est une désinformation par omission. Passons. Ces 15 000 morts, je n'ai fait que reprendre l'ensemble des chiffres cités par nos confrères, que ce soit Libération, Le Monde, le journal La Croix, la BBC, CNN. J'en ai même fait un montage où j'ai récupéré l'ensemble de ces journaux ou de ces reportages TV diffusés de 2014 à 2015 dans les journaux télévisés, donc en antenne, où l'ensemble de la presse parle de 15 000 morts, sans préciser qu'il s'agit des deux côtés et sans préciser qu'il s'agit de civils et de militaires. Pour moi, c'était une évidence que les 15 000 morts, le public allait comprendre que c'était des deux côtés. Donc on vous a accusé d'exagérer. On m'a accusé d'exagérer, mais surtout du Kremlin. Mais ces chiffres-là, ce que je veux vous dire, c'est que ce ne sont pas les chiffres du Kremlin. Les 15 000 morts, tout le monde en a parlé avant moi. Donc c'est très malhonnête de la part de Wikipédia et je regrette parce que c'est une personne qui fait par ailleurs bien son travail quand il s'agit de parler des champignons ou des rivières ou de la géographie en général. Passons. Mais en revanche, quand il s'agit de sujets politiques un peu compliqué, un peu polémique, on voit qu'il y a des biais éditoriaux et surtout de la mauvaise foi. Il serait bien, et j'invite les contributeurs de Wikipédia, ceux qui font leur travail avec sérieux, impartialité et objectivité, de reconnaître que 15 000 morts, c'est l'ensemble de la presse qui a cité ce chiffre. Or, quand vous ouvrez ma page, on me reproche d'utiliser les termes du Kremlin et de faire la propagande du Kremlin en citant 15 000 morts. Or, qui a commencé dès 2014, si ce n'est la presse française ?
Vous voyez ? Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à ce type de plateforme qui partent d'un très bon sentiment ? Aujourd'hui, et il faut faire attention, il faut prévenir les jeunes. Moi, ma fille utilise Wikipédia. Oui. Attention, s'ils veulent garder leur crédit, et on sait aujourd'hui que la défiance, elle est massive de la part du public, défiance envers les politiques, défiance envers la presse, si désormais on se met à douter, et c'est déjà le cas en réalité, de Wikipédia, on va où ? Non, mais on peut légitimement. Moi, vous parlez du problème de la rédaction de cette fiche. La mienne était absolument abjecte dès la 3e ligne. J'ai des références aussi à des supposées sympathies elle est immonde, me concernant, pardonnez-moi Régis de vous couper, mais surtout, elle est mensongère. Mais bien sûr, donc, mais la mienne, c'est grave en termes de déontologie. Le problème, c'est quand on veut rectifier les choses, c'est beaucoup plus compliqué que ça à faire. Il faut d'autres contributions, il faut trouver... Enfin bref, c'est extrêmement compliqué et on est un petit peu otage de ce que rédigent ces gens. Qui, d'autre part, ont des liens avec tous les fact-checkers habituels, totalement, qui ont un biais politique et une certaine attitude, on dira, et donc qui ne sont absolument pas impartiaux. Alors là, moi, je vis ça comme un processus de lynchage. Et j'invite d'ailleurs les internautes à se renseigner sur ces 15 000 morts et à réclamer... évidemment des rectifications, parce que comme vous le dites si bien, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Certaines personnes m'ont contacté, m'ont appelé, m'ont dit écoute, tu devrais écrire à Wikipédia, mais vous ne pouvez rien faire. Bien sûr. Donc ça vous tombe dessus. Donc c'est quelqu'un qui écrit une image qui n'est pas... Et si encore, moi je dis, le problème de Wikipédia, qu'on écrive un mauvais portrait d'Anne-Laure Bonnel ou de Régis Le Sommier ou d'autres personnes, Mathieu Bock-Côté a les mêmes problèmes par exemple, mais il y en a plein d'autres, qu'on écrive un mauvais portrait dans un organe de presse... pas de problème, finalement, on accepte d'être critiqué, ou même qu'on dise des choses fausses pour nous, mais ce qu'il y a de pire avec Wikipédia, me semble-t-il, c'est que ce semblant d'impartialité, ce semblant de encyclopédie participative, où on a l'impression que chacun y contribue et que ça contribue à la mesure, alors qu'en réalité, pas du tout. Voilà. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que l'impartialité n'est pas de mise, oui. Voilà. Non, parce que ce n'est pas ouvert à tout le monde, c'est faux. Oui, bien sûr. Et les contributions sont fermées, donc... Et elles sont scrutées par des administrateurs. Et il faut que ce soit validé par des administrateurs, car j'ai reçu énormément de messages privés. Des internautes m'ont dit avoir... essayer de modifier à travers des sources, parce qu'en plus le choix des sources sur Wikipédia est sélectif. Il y a des articles qui étaient élogieux de ma part qui n'ont jamais été, Donc cités. On dira, faites attention vous aussi, si vous n'aviez pas ces informations. On dit aussi à nos auditeurs de YouTube de se méfier de ce qui est dit sur Wikipédia et de prendre d'autres articles, parce qu'il y a plein d'autres articles qui permettent justement de corriger, d'avoir une vue plus exacte des biographies respectives des uns et des autres. Vous avez évoqué ces 15 000 morts du Donbass depuis 2014, de cette guerre qui existait dans cette est de l'Ukraine compliquée entre, certains les appellent des séparatistes, des autres des autonomistes. Séparatistes, en fait, le terme est un peu ambigu puisque au départ, ces deux oblasts de l'Est, c'est-à-dire Lougansk et Donetsk, ne voulaient pas se séparer de l'Ukraine, mais demander un statut d'autonomie. Le fameux accord de Minsk. Autonomie, voilà, issu des accords de Minsk. Moi, j'ai une question très simple et un peu personnelle, Anne-Laure Bonnel. Vous avez eu un intérêt très tôt pour le Donbass. Vous aviez fait ce documentaire un peu avant tout le monde, faut bien le reconnaître. Très peu de gens couvraient, très peu de gens continuaient à suivre ce conflit, alors qu'il y en avait plein d'autres en Afghanistan, en Irak et autres. Pourquoi cet intérêt pour le Donbass ? Ça vient d'où ? Alors, vous n'êtes pas russe, vous n'êtes pas russophone. Non, je ne suis pas russe. C'est d'ailleurs un handicap, peut-être. Vous n'êtes pas ukrainienne non plus. Non, pas ukrainienne non plus. J'ai le flair pour sentir, malheureusement, les sujets qui vont, à terme, être très problématiques. J'ai eu le même problème en Arménie en 2020, quand je suis partie... Oui, mais l'Arménie, c'était un peu connu. On savait que l'Arménie, que le Karabakh... Mais qui parlait du Haut-Karabakh en 2020 ? Depuis 91, jusqu'à... 93, l'attaque des Arméniens,
la reconquête d'une partie du monde. L'Ukraine, on en parlait beaucoup, parler de l'Ukraine sous le prisme de Maïdan. Oui. Bien sûr. Donc ça avait quand même été médiatisé. Mais ça a été médiatisé au début. Alors, et ça tombe en désuétude et vous y intéressez. Oui, bien sûr. Pourquoi je m'y intéresse? Alors bon, là ça n'engage que moi, mais c'est une hypothèse. Je pense que si l'accord du 21 février 2014 avait été respecté, nous n'en serions peut-être pas là. Donc je laisserai la communauté fact-checker parce que c'est extrêmement technique et on ne va pas rentrer dans ces débats diplomatiques. Mais il y a eu un premier athée qui avait mis un terme à Maïdan. Ça va vous expliquer ma démarche, cette petite digression. Et nous aurions peut-être évité l'annexion de la Crimée si le 21 février tout s'était passé correctement. Bon, vos internautes et votre public regardera. Pourquoi moi je m'y intéresse? Il y a d'une part une forme de hasard. Ma fille, à ce moment-là, était dans une école où un Ukrainien avait également inscrit sa fille. Cet Ukrainien vivait à Tcherkassy. Tcherkassy, c'est une ville en Ukraine de l'Ouest qui n'est pas connue pour être pro-russe. Et il m'avait reconnu parce qu'à cette époque-là, nous sommes en 2014, Régis, je viens de remporter un concours chez France Télévisions qui se nomme le TV Lab. Et mon image avait été un tout petit peu médiatisée. Et il s'avère que cet Ukrainien de Tcherkassy, lors de ce concours chez France Télévisions, avait voté pour mon programme. En 2014, je remporte le concours du meilleur programme TV. Cette personne me reconnaît, elle me dit « Est-ce que tu sais ce qui se passe à l'est de l'Ukraine ?» J'ai vu ton programme, etc. J'aime bien ce que tu fais, bravo, c'est génial. Sur quel sujet, ce programme? C'était le décryptage de l'actualité. On a ensuite rencontré quelques petits problèmes éditoriaux, mais déjà, le principe de ce projet, qui se nomme Lazarus lève le voile, était de décrypter ce qu'on nous donne à voir et entendre dans les médias. Et ce sont les internautes qui avaient voté pour ce projet, qui l'avaient élu meilleur projet. Fait voilà. Sous la coupe de France 2. France Télévisions. France Télévisions. Et Black Moon Productions. Donc c'est à la rigueur, par hasard, et grâce à ce projet qui m'avait médiatisé, qu'on m'adresse à la sortie de l'école la parole. Cette personne me montre des images sur des batailles qui se tiennent à Slaviansk, etc., sur des batailles qui avaient commencé déjà en été 2014 à Odessa. Tout le Donbass était sous les feux avant même que je m'y rende. Des balles CV, tout ça. Voilà, alors, des balles CV, des balles Sovo, ça dépend comment on souhaite le prononcer, sera la dernière grande bataille avant les accords de Minsk II et sera repris aux Ukrainiens, récupéré par les Russes. Ensuite, le vocabulaire pour s'exprimer au sujet de cette guerre est extrêmement complexe. Et voilà, mais ça a commencé dès juin 2014 et personne n'en parle. Je vois ces images. Tout de suite, en voyant ces images, je me suis dit ça va être un bordel monstrueux là-bas. Je propose à France Télévisions de me suivre. La personne dont je vous parle fait de l'humanitaire en Ukraine et me dit, écoutez, si ça vous dit, moi je vous emmène. Je peux y aller, je peux m'y rendre, venez avec moi. J'ai accepté, je suis rentrée dans cette zone et immédiatement, évidemment, j'ai compris, que ça n'en resterait pas là. 2, que le conflit était très marqué. 3, évidemment, il y avait des forces séparatistes aidées, soutenues par la Russie, mais de l'autre côté aussi, on sentait bien, parce que Donbass 1 est très violent, on sent que le climat et l'artillerie sur la ligne de contact à Donetsk est lourde déjà, il y a de nombreux morts. C'est de là que je tire ces 15 000 morts des deux côtés, principalement des militaires entre 2014 et 2022. Donc, quand on va là-bas en 2015 et 2014, on sait immédiatement, si on arrive à observer et qu'on arrive à décrypter les signaux faibles, que l'on est au milieu d'un volcan en plein cœur de l'Europe qui va
sera explosif. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que ça n'explose qu'en 2022. C'est ces 8 années, finalement 7 années de dialogue et diplomatique avorté, mais jamais je n'ai douté que cette zone exploserait parce qu'il y avait déjà une grande violence. Les gens qui se battaient, certes, étaient des deux côtés. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Depuis Maïdan, et on le sait depuis 2004, il y a eu des financements américains d'un côté et des financements russes de l'autre. C'est un long processus, l'Ukraine, d'échec depuis 1991 et non pas d'une guerre froide, parce que le passé ne peut pas se comparer au présent, mais en tout cas de tensions entre deux forces américaines et russes. Et l'Ukraine, malheureusement, en pâtit, mais est au milieu de ce bras de fer. Et c'était déjà palpable en 2014-2015. Donc on avait tous les ingrédients pour que le conflit reprenne si les accords de Minsk n'étaient pas respectés. Alors, quand vous vous êtes rendu donc, dans le Donbass, vous nous dites que vous avez rencontré un Ukrainien de Tcherkassy, qui était dans le camp ukrainien. Lui vous amène dans le Donbass. Comment ça se passe? Est-ce que vous couvrez un peu les deux côtés? Alors, c'est quoi non, l'histoire? On ne peut pas. Alors, l'histoire, mais c'est ce que personne... de côté, Alors, je vous explique. Au départ, cet Ukrainien passe par Kiev. La zone n'est pas encore coupée en deux. Il faut que les téléspectateurs comprennent qu'à partir de 2015-2014, la ligne de contact Lugansk-Donetsk va être séparée par des checkpoints. Poroshenko, le président par intérim, entre guillemets, de l'époque, décrète qu'il s'agit d'une zone terroriste et lance une opération antiterroriste. Tout ça, c'est regardable, fact-checkable sur Internet. L'armée ukrainienne intervient. Voilà, l'armée ukrainienne part du principe que les séparatistes sont financés par les Russes, ce qui est en partie vrai, mais c'est malhonnête de ne pas reconnaître que l'autre partie était financée par les Américains et déjà par différents courants. Et donc, cette zone va être totalement coupée, Régis. Les retraites ne seront plus versées. Il faudra des autorisations pour traverser cette fameuse ligne de front. Les médecins ne seront plus payés. La fonction publique ne sera plus payée. Les banques ne fonctionnent plus. Et tout à coup, on a une zone qui est totalement coupée du reste de l'Ukraine. Qui devient une zone de guerre. Et qui devient une zone de guerre. Mais à partir de ce moment-là, passez par Kiev. Je fais la demande pour passer par Kiev. Or, le médecin mon contact ukrainien qui me permet de me rendre en Ukraine avait fait plusieurs voyages avant de m'y accompagner. Et ce, dès juin 2014, pour livrer des médicaments. Parce que très rapidement, il y a une crise humanitaire dans le Donbass. Crise humanitaire qui a fait l'objet d'une enquête d'Amnesty International. Je sais qu'Amnesty est souvent critiqué, mais ils ont fait le job. Amnesty, dès 2014 et dès 2015, reconnaît qu'il y a des crimes et des exactions des deux côtés, qu'il y a une crise humanitaire en cours dans le Donbass, qu'il n'y a plus de médicaments, qu'il n'y a plus de nourriture. Et cet homme de Tcherkassy le sait, lui, puisqu'il est informé, puisqu'il a sa famille et des amis qui sont encore sur place. D'accord. Et donc, ces informations, moi, je les avais transmises à certains chefs de programme de France Télé, puisque j'étais encore à l'époque en contact avec eux, et ça n'intéressait personne. Oui, puisque l'actualité n'était pas là. Il y avait ça aussi. Voilà. Il y avait le fait quand vous me dites pourquoi vous y êtes allé, moi, j'ai vu une crise humanitaire sans précédent. À l'époque, cette zone est coupée. Elle n'a plus accès, rendez-vous bien compte, quand le voyage, quand je suis en décembre là-bas, il fait -20, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de banque, il n'y a plus de retraite, donc les vieux sont en train d'avoir de graves problèmes, à minima, et les paiements de la fonction publique ne sont plus en cours. Moi, mon boulot, c'est pas de prendre parti, je raconte ce que je vois. Voilà ce qui se passe. Le gouvernement, et c'est en ça où je dis, le gouvernement de Kiev
bombarde cette zone. Donc, alors, cette zone alimentée par des pro-russes, certes, mais elle est quand même bombardée par qui ? Par le gouvernement de Kiev. Alors que jusqu'en... voilà, cette zone est bombardée et n'est plus alimentée. Et donc, je n'ai eu de cesse d'avoir un intérêt pour cette première expérience. Et j'y suis retournée à 3-4 reprises jusqu'en 2022, où, dès le mois de décembre, j'ai entamé une nouvelle tentative pour rentrer dans la zone, parce que je voyais bien qu'on avait tous les éléments, et diplomatiques et militaires, pour que le Donbass s'enflamme à nouveau. Donc à ce moment-là, vous allez un peu avant le début de la guerre, ouais. Vous vous rendez dans le Donbass. Moi, ce dont je me souviens à l'époque, c'est que une journaliste française se trouve dans le Donbass côté russe. Alors, du coup, vous avez un certain nombre de médias qui s'intéressent à vous, qui vous donnent la parole, et puis immédiatement aussi une sorte de volée de bois vert de certains médias qui vous attaquent très très violemment. D'après, je me souviens de papiers du Monde, du correspondant du Monde, pour ne pas le nommer, Benoît Vitkine à Moscou. Vous étiez quasiment vous étiez traîné dans la boue, quoi. Oui, mais pourquoi tout simplement. Cette violence, alors, mais c'est parce une que violence votre premier documentaire, moi j'ai vu votre premier documentaire sur le Donbass. On peut vous faire des critiques, on peut toujours faire des critiques, mais il n'est pas particulièrement... Alors déjà, c'est un documentaire, c'est pas de l'actualité. Oui. Le documentaire, par définition, c'est le regard d'un auteur sur une situation. Je n'ai jamais eu de prétention à traiter de la news. C'était pas l'objectif. Mon objectif était de rendre compte du quotidien des civils en zone de guerre. Très bien et c'est ce que je dis, ni plus ni moins. Mais alors pourquoi tout de suite on vous attaque ? Eh bien, écoutez, pourquoi ? Parce que... Parce que vous êtes côté russe, vous êtes forcément associé aux Russes, c'est ça ? Je vous pense. Laisse travailler, donc écoutez, je pense. Et puis c'est un scénario que les Occidentaux ne voulaient pas entendre, tout simplement. Voilà. Cette guerre, on ne veut la voir que sous le prisme ukrainien occidental. On ne veut pas se rendre compte, quelle est l'incarnation de ce qu'a pu dire en son temps le Brzezinski dans le Grand Échiquier, que derrière, il y a des enjeux géopolitiques et il faut cantonner ce conflit dans le camp du bien ou dans le camp du mal. Il s'avère que tous les conflits, et vous le savez très bien, Régis, sont avant tout économiques et géopolitique, et cette guerre ne fait pas une exception. Donc, moi, j'ai mis tout le monde mal à l'aise quand je ramène des images où je montre qu'il y a aussi des gens, qui sont restés dans le Donbass et qui se prennent des bombes sur la tête. Évidemment, ça fait tâche. Quand on vous dit que la zone n'est habitée que de terroristes, et c'est ce que dit à l'époque le gouvernement, et qu'il n'y a que des Russes, c'est faux. Il y a certes des Russes parce qu'il y a des instructeurs, ça je n'en doute pas, mais les principales victimes sont des civils ukrainiens. Et ça, c'était inaudible. Dire ça, c'était sortir de l'analyse dominante. Et on m'en a voulu pour ça, simplement parce que j'ai été impartiale. Et on ne peut pas se rendre des deux côtés. Donc c'est bien beau de dire oui, il faut aller des deux côtés pour l'équilibre. TF1 peut le faire parce qu'ils ont l'argent de mettre deux équipes différentes. Moi, je ne peux pas, je travaille de façon indépendante. Donc quand je vais d'un côté, je suis interdite d'aller de l'autre côté. J'ai le même problème avec l'Arménie. J'aimerais bien me rendre du côté de l'Azerbaïdjanais, mais c'est interdit. Si je vais à l'ambassade demander une autorisation, l'ambassade va me dire non. Si je vais demain à l'ambassade ukrainienne, elle va me dire non, j'en ai déjà fait l'expérience. Donc il faut que les spectateurs comprennent aussi que dans une guerre, eh bien, à partir du moment où vous avez traité un côté, c'est très, très, très rare. Vous faites exception finalement parce que vous avez réussi à vous rendre des deux côtés. Oui, j'ai réussi des deux côtés. Mais personne ne peut le faire. Le fait d'être allé côté russe m'a de facto interdit de revenir
côté ukrainien. J'ai reçu un email assez explicite du SBU ukrainien m'expliquant que je représentais un danger sécuritaire désormais, puisque j'étais allé couvrir le conflit côté russe. Donc voilà, j'ai pu le faire une fois, je ne peux pas le refaire. Donc c'est ce que vous dites est exact. C'est-à-dire quand on couvre un côté, en général... Alors pour des logiques sécuritaires, ça peut se comprendre. C'est-à-dire que vous soyez allé d'un côté et que vous sollicitiez d'aller de l'autre côté, même en étant journaliste, on peut de facto tout à fait vous accuser d'espionnage, vous êtes en temps de guerre, ça peut se comprendre. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que certains journalistes vous expliquent qu'il faut choisir un camp. En tant que journaliste, on ne doit pas choisir de camp. Ça, c'est on doit couvrir une guerre de façon le plus impartiale possible et essayer de comprendre ce qui se passe en face aussi, quoi. Il semble que ce ne soit pas le cas. Mais je voulais revenir justement sur cette violence dont vous avez été victime, qui, moi, m'a pas mal touché, parce que je vous voyais la proie de certaines personnes installées tout à fait... et vous étiez sur le terrain, eux étaient bien au chaud à Paris à vous critiquer. J'ai trouvé ça assez lâche. Et puis, je voulais vous faire réagir justement sur le fait que vous avez une émotion particulière par rapport à ce conflit que vous avez couvert depuis 2014. Et on a l'impression que la part émotive de cette guerre en Ukraine, sauf que quand elle concerne des victimes autorisées, on va dire, elle n'est pas acceptable. Écoutez, Régis, cette part émotive, peut-être que c'est la différence entre une femme et un homme, dans sa manière de regarder une guerre. Et c'est très bien. Absolument que c'est très bien, bien sûr. Moi, je suis pour la complémentarité. mais d'exprimer son émotion aussi. Oui. Mais moi, je m'intéresse aux civils. Mais depuis toujours. Mais dans tous les projets que j'ai faits, et avant même de partir dans le Donbass, les projets sur lesquels j'ai travaillé dans des maisons de production, parce que avant d'aller sur des zones de guerre, j'écrivais et co-écrivais des films documentaires pour plusieurs boîtes de prod. Mon sujet a toujours été l'être humain, ni plus ni moins, le civil en particulier, et ceux à qui on ne donne jamais la parole. C'est ma ligne de conduite depuis toujours. C'était même, je vais vous dire, le sujet de ma thèse, que je n'ai jamais eu le temps ni l'envie véritablement de passer, à la Sorbonne. Comment rendre visible l'invisible au cinéma. Vous voyez ? Donc c'est une question, moi, qui m'anime depuis que je fais mes études. Donc, ensuite, pour revenir à votre question, il y a des victimes sur lesquelles on s'apitoie peut-être plus. Les médias fabriquent la bonne victime. À partir du moment où on met un projecteur sur quelqu'un, on va créer de l'émotion. À force de répéter un message, et ça c'est une pratique qui est très courante depuis Barnèse, le message répété devient une évidence pour celui qui le regarde. J'ai vécu la même chose avec les Arméniens du Haut-Karabakh. Personne n'a voulu parler d'eux, hormis certains dans la presse écrite, que ce soit M. Buisson ou M. Tesson. Hormis eux, il n'y a aucune image télévisée. Et leur quotidien, je peux vous dire que les images que j'ai rapportées, là, pardonnez-moi, parce que je ne fais pas de hiérarchie dans la victime. Oui. C'est le minimum. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est devenu très rare, voire exceptionnel. Personne ne s'est apitoyé du sort des Arméniens qui ont été égorgés vifs. Pas un seul. Quand j'ai montré mes images, elles ont été envoyées à certaines chaînes. Personne n'a voulu croire que ces images étaient authentiques. Qui en a parlé ? Donc personne n'a voulu parler de mon film Donbass. Alors si, la presse écrite avait bien fait son boulot, et je remercie Rolling Stone, etc., d'avoir eu la décence d'en parler, mais j'ai eu le même problème avec les Arméniens. J'ai eu le même problème quand j'ai filmé la France qui va mal en 2017. Quand je vais voir les maisons de production, parce que je fonctionne toujours de cette façon, maintenant j'ai terminé, et que j'explique aux gens que j'ai envie de filmer telle partie de la société, la réaction est toujours la même. Non, ce n'est pas à la mode, ce n'est pas un sujet vendeur, ce n'est pas bankable, c'est trop triste. Donc finalement, c'est les médias qui font la ligne éditoriale, qui fabriquent la victime. Et là, on a une guerre glaciale sous nos yeux qui démontre bien ce que je suis en train de vous dire. Encore une fois, regardez la catastrophe médiatique que devient Gaza
et Israël. Alors, Gaza C'est et Israël, terrible. l'Ukraine, il semble quand même, quand on regarde, quand on observe, depuis le 7 octobre en Israël, en Palestine, depuis le février 2022 en Ukraine, qui est une manière, ou en tout cas un sens, une certaine orientation de la narration, et que les faits, même quand ils sont affirmés plusieurs fois, révélés plusieurs fois, qui viennent contredire cette narration, n'ont pas voix au chapitre, en fait. On a l'impression qu'on se bat contre le réel, en fait. Oui, mais enfin, écoutez, je ne vous apprends rien si je vous dis que la télé est une grande mascarade. Non, Coluche disait ouais. très clairement, le réel, enfin non, je ne sais plus, mais à peu près, la réalité est trop sérieuse et trop grave pour qu'on la passe à la télévision, quelque Bien chose sûr. dans le genre. Ouais. Bon, ben voilà, vous regardez aujourd'hui les programmes télé. Le prime time, notamment, parce qu'il reste quand même de très bons programmes. Là, je fais une télé-réalité rapide, mais il y a évidemment les exceptions qui confirment la règle. Et on leur dit merci. Heureusement que certains journalistes sont encore là, et heureusement qu'ils font bien leur boulot. Enfin, dans l'ensemble, c'est un petit peu léger. Alors, si vous faites c'est dû vraiment à une intention délibérée ou c'est dû à un manque de culture générale, par exemple, de certains journalistes. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'écoutais France Info, pour ne pas le nommer, pour avoir un point sur l'actualité, et j'entends frappe russe sur la ville de Zaporijjia. Bon, ok. Les Russes menacent la centrale nucléaire. La centrale nucléaire, moi j'y suis allé. D'abord, elle n'est pas à Zaporijjia, elle est dans une ville qui s'appelle Energodar, qui se trouve à 150 km de Zaporijjia. Donc si les Russes frappent Zaporijjia, je ne vais pas applaudir. Il y a eu 4 civils qui ont été tués dans cette frappe. C'est quelque chose d'horrible, mais ça ne met pas en danger la centrale. Et là, je pense que c'est une question de déficit de connaissances, en tout cas d'analyse. Je crains que ce soit bien pire que ce que vous êtes en train d'exposer, Régis. C'est-à-dire, vous pensez que c'est délibéré? Vous pensez que c'est non, alors non. C'est juste un petit exemple. Là, il y a ce bouquin qui vient de sortir, là, La fabrique du crétin. Oui, je crois absolument. qu'on en est là. Ouais, ça fait un petit moment qu'il est sorti, voilà. mais le problème, il est là. Vous dites que le crétin, il arrive en école de journalisme, en fait, et il en sort. C'est tout simple. J'ai enseigné 15 ans, Régis. Oui. 15 ans. Je suis là, je veux pas m'envoyer je suis sortie major de ma promo. Oui. C'est comme je n'ai jamais demandé à enseigner, c'est la Sorbonne qui m'a proposé un poste de chargé de cours. J'ai vu le niveau, mais chuter à une vitesse incroyable. Je ne rentrerai pas dans le détail des autres écoles. Il y a beaucoup à dire. En revanche, ce dont je peux témoigner, c'est la baisse de la culture générale. Elle est indéniable. La difficulté aujourd'hui d'avoir une vision claire de la géographie, elle est également avérée. La chute de l'orthographe, l'éloquence. Vous savez que si vous manquez de mots, vous avez du mal à décrire le réel. Bien et sûr. tout le monde en pâtit. Ensuite, on prend par exemple, et ce n'est pas être nostalgique, moi je n'ai pas la nostalgie d'un temps ancien ou autre, mais quand on regarde parfois ou quand on écoute certaines allocutions ou discours d'hommes politiques, on voit bien également que le vocabulaire a chuté. Donc tout ça, ça se répercute sur l'ensemble de la société, sur les étudiants, sur les journalistes, sur les stagiaires journalistes qui sont peut-être mal formés, qui ont le baccalauréat très facilement, avec un degré d'exigence qui est en chute. Ce que je vous dis là, l'ensemble des enseignants s'en plaignent, qui aujourd'hui est assez intègre pour ne pas reconnaître, pour nier le fait que le niveau en France de la culture générale, de l'expression française et des mathématiques est en chute libre. Comment voulez-vous que ça ne soit pas ensuite, ce problème de compétence ne soit pas palpable sur les plateaux de télé? Alors déjà, il faut considérer cet aspect-là de la question. Et puis après, il y a quand même, je dirais... Vous avez des intellectuels qui vous font vibrer en ce moment, Régis? Citez-moi 2-3 intellectuels où vous dites « Waouh ».
Non, je suis intéressé quand j'entends Onfray, quand j'entends, toujours me dis, voilà, ou Finkielkraut, il y a toujours quelque chose, même s'ils peuvent avoir un côté absolument agaçant, ou Michel Houellebecq, je peux quand même regarder ce qu'écrit Michel Houellebecq. Je ne veux pas dire que ça me fasse vibrer, et quand je lis Houellebecq, je sais qu'il y a Céline qui a déjà écrit ça bien mieux avant, et sur une autre époque, mais c'est une manière de scruter la société. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais à un moment donné, il faut peut-être ne pas avoir honte de dire qu'il y a des sociétés qui sont moins productrices de talent que d'autres. Hein. Vous savez, vous prenez une frise de l'histoire, vous allez vous rendre compte que l'histoire de l'humanité, eh bien, elle est on fragmentée. N'est pas dans une période. Alors, non, on n'est pas dans une période qui crée des génies, et surtout ça c'est clair. En France où je dirais qu'on a eu les années 10, les années 20, les années 30, les années 50, où il y avait une floraison de savoir, y compris très conflictuelle et très politique et très politisée. Alors déjà, il y avait de la nuance voilà. Et il y avait du débat. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de débats. Vous voyez bien, ne serait-ce que... Quand on grandissait, il y avait Michel Pollack, où il y avait des gens qui étaient capables, limite, de se foutre sur la gueule, mais qui au moins exprimaient un point de vue. Mais on avait conscience que le réel et le monde est complexe, et qu'on peut, et on a le droit de ne pas être d'accord. C'est le principe même d'une démocratie. C'est évident. Mais il faut argumenter. Et puis moi, je suis d'accord pour changer d'idée. Et je ne suis pas là pour vendre une idée. Je n'attends que ça, justement, de me nourrir de l'autre, de me nourrir de son savoir. On ne vit qu'à travers le savoir de l'autre. Il faut avoir aussi l'humilité de se rendre compte qu'on n'est rien sans l'intelligence et le passage du savoir que l'autre va vous octroyer. Alors, on va revenir un tout petit peu sur la guerre en Ukraine, parce que je pense qu'on atteint là des sommets justement de désinformation, et qu'on a eu quand même des exemples où, pour moi, c'est du jamais vu. Enfin, je voulais vous faire réagir sur ce que vous pouvez entendre si vous allumez LCI ou d'autres médias, par exemple. On parlait d'écart avec la réalité ou avec les faits, ou au contraire, finalement, où on sublime tellement un camp que c'en est ridicule, voire que c'est au détriment des Ukrainiens aujourd'hui de leur avoir fait croire qu'ils allaient gagner, etc., et d'avoir fanfaronné sur une victoire qui n'arrivait pas. LCI, c'est de la télé-réalité ou c'est encore une chaîne info Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, il y a de très bonnes personnes qui passent sur LCI, c'est 2-3%. Je ne citerai pas de nom. Après, le reste, on voit bien, vous faites un récapitulatif et un montage 2022-2024. Ah oui, il y a des best-of. Voilà. Écoutez, les archives parlent d'elles-mêmes, je ne vais pas les commenter. En revanche, il y a 2-3 têtes pensantes, je ne les citerai pas, que je suis, attentivement, et qui relèvent le niveau. Qu'on a reçu ici, d'ailleurs. Voilà. Il y a, en tant qu'expert militaire. Voilà. Il y a des gens qui sont invités et qui sont très fiables. On a Gomard qui est très fiable. On a Haro qui est fiable. On a Kempf qui sont fiables. Pierre de Jong, etc. Ces gens-là sont fiables. Le reste, c'est du vent. Et pourquoi cette part pourquoi s'entêter dans l'erreur ? Pourquoi continuer à promouvoir des gens qui n'ont dit que des erreurs depuis le début de ce conflit ? C'est quand même assez impressionnant, cette entente. Je sais pas, moi, ça devrait suffire à ce qu'il y ait une certaine disqualification, ou en tout cas à ce qu'on essaye de pondérer ça avec d'autres voix, quoi. Alors, déjà... La première erreur, c'est que dans une guerre, et ça a été oublié visiblement, il faut avoir l'humilité, mais dès le départ, de ne pas connaître sa finalité, son développement. Si on avait repris avec humilité l'analyse des guerres passées, et qu'on avait reconnu que nous avions tous été incapables, alors les contemporains mais également les historiens, de savoir véritablement comment une guerre va évoluer, il y aurait eu beaucoup moins de certitudes sur les plateaux télévisés. Là, il y a eu des certitudes. C'est une hérésie d'avoir des certitudes sur une guerre. Rappelez-vous, en 1914, quand les soldats partent au front, ils sont persuadés que ce sera terminé en 3 semaines. La fleur au fusil. Donc, comment expliquez-vous que certains généraux aient oublié ça ? Alors, ensuite, et vous le savez... Parce qu'ils n'ont pas beaucoup combattu aussi.
Peut-être, mais là-dessus, je ne rentrerai pas dans ce genre de détails, mais il y a eu une guerre informationnelle, et ça, on en fait tous les frais, des deux côtés, et il faut vendre la guerre. Il faut vendre la guerre pour l'opinion publique, et ce, des deux côtés. Donc, c'est un affrontement de versions du réel. Mais ce qu'il fallait faire au moins, c'est de ne pas lyncher ceux qui partaient sur le terrain, ramener des témoignages, les écouter. Vous en avez fait les frais également, Régis. Vous n'aviez pas de certitude. Par contre, lorsque vous avez raconté ce que vous avez vu, ça n'a pas été écouté. Ça, c'est complexe. Bon, ensuite, maintenant, on peut peut-être dire, sans trop de risques, que l'erreur majeure, mais ça, évidemment, l'ego et l'hubris de chacun fera que personne ne s'excusera, et ça c'est dommage parce que c'est noble de reconnaître ses erreurs. La stratégie de l'Ukraine était basée sur l'effondrement de l'économie russe. Bon, tout le monde y a cru. Enfin, la plupart ont voulu y croire. C'était mal connaître également la stratégie russe qui s'était parfaitement organisée depuis 2014, qui avait analysé les sanctions iraniennes et s'était adapté. Oui, voilà. bien sûr. Mais ça, ce qui est plus inquiétant, Régis, c'est qu'on a des analystes qui l'avaient prédit, mais qui n'ont pas été écoutés par les politiques. Je pense à l'IFRI, et à Thomas Gomard, qui parle de grand basculement du monde, dès 2014, il analyse ça, il n'est pas écouté. Montbrial de l'IFRI analyse le basculement de l'Ukraine, il n'a pas été écouté. Védrine analyse le basculement de l'Ukraine, il n'a pas été écouté. On n'a pas été les seuls. Bien sûr. Un scénario a été vendu. Pourquoi, pour qui, comment, je ne sais pas. Certains disent qu'il y a des intérêts de contrat. C'est là où on bascule dans la propagande et dans l'objectif. Alors, je ne parlerai pas de propagande, avec finalité. alors que j'en fais les frais. Et là, c'est d'une malhonnêteté son nom, mais d'incompétence, ça, oui, j'aimerais bien que ce soit reconnu par tous. D'ailleurs, j'invite les internautes à faire des compilations des sottises qui ont été répétées à foison pour qu'on s'amuse et qu'on tire un peu les leçons et que chacun retrouve de l'humilité. Parce que ce qui manque à ces marionnettes de plateau, c'est l'humilité. Ouais. Le temps file, Anne-Laure. On n'a pas évoqué vos projets. Vous êtes sur quoi vous travaillez ? Je crois que vous travaillez sur la France, là, maintenant. Oui. Alors, désormais, et pendant un certain temps, je reste concentrée sur ce qui façonne notre pays. Et je vais parcourir, avec mon appareil photo, de nombreux territoires pour essayer de comprendre et de décrypter ce qui s'y joue. C'est-à-dire, vous allez nous faire une sorte de Sylvain Tesson par les chemins noirs. Absolument. Avec votre appareil, mais en images. Voilà. C'est ça. C'est ça. Pas en mots. Le tout financé par les internautes. Et je les remercie. Ils sont nombreux. Depuis 2022, ils ont été présents. Ils m'ont soutenu. C'est d'ailleurs les seuls. Je tiens à le dire. Alors maintenant, ça se calme un peu, mais... Message à tous ceux qui, depuis 2022, m'ont soutenu, je vous en suis, mais alors profondément reconnaissante. Certains ne m'ont jamais lâché alors que la tempête était véritablement douloureuse. Et leur ténacité, leur confiance me touche, mais m'émeut énormément, parce que c'est grâce à eux que j'ai eu la force et le courage de me démener face aux nombreuses calomnies qui ont fragmenté ces 2 années-là, aussi bien me concernant et dont j'ai fait les frais, mais dont ma fille a fait les frais. Il faut quand même que les gens qui, derrière des pseudos, se rendent compte que quand ils m'attaquent, ils attaquent également mes proches. Et c'est évidemment, le but est d'intimider et de vous casser les reins, mais ils font de nombreuses victimes collatérales. Ils s'en moquent totalement, c'est pas grave, mais c'est bien de le rappeler quand même. Voilà. La noblesse, là, est de bas étage.
Donc merci aux internautes, c'est grâce à eux que je suis encore là, c'est grâce à leurs dons que je peux travailler et c'est grâce à eux que ce projet va voir le jour, est en train de naître, va se développer. J'ai mis en place une cagnotte sur Tipeee, je vous invite à m'aider mensuellement, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tout est à mon nom sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, tout sera offert, il n'y a pas d'abonnement, c'est en libre accès et c'est grâce à vous. Merci. Merci à vous, Anne-Laure Bonnel, d'être venue ici et d'avoir pu échanger ces mots sur l'Ukraine, sur des sujets qui vous passionnent. Merci pour tout, merci d'être venu. Je rappelle à nos auditeurs que la parution de ce hors-série sur 2 ans de guerre en Ukraine. Je sais que ça vous passionne, l'Ukraine. Je sais que c'est un sujet grave, sujet qui n'est pas terminé, qui est une guerre qui est entrée dans sa 3e année. Donc là, on synthétise un petit peu tout ce qu'on a fait comme sujet avec ce magnifique aussi documentaire réalisé en janvier qui s'appelle La ligne de feu sur la guerre en hiver. Ça, c'était quelque chose aussi d'incroyable. Et je rappelle aussi la sortie de notre documentaire sur un vieux conflit, la Bosnie, qui s'appelle Frères ennemis. C'est actuellement disponible sur l'application Omerta, vous pouvez le retrouver. L'Ukraine, c'est un conflit qui se déroule en ce moment. La Bosnie nous rappelle une chose, c'est qu'un conflit, il ne s'arrête jamais. Au moment où il y a un traité de paix, où il y a des accords, etc., il continue à durer dans la tête des gens. C'est ce que j'ai constaté en Bosnie. 30 ans après, les gens vous parlent du conflit comme si c'était hier. Donc c'est quelque chose qui marque. Donc quand vous entendez des gens, et ça c'est un petit appel personnel, vous parlez de guerre, d'entrée en guerre, souvent les politiques d'ailleurs, qui commencent les guerres, mais jamais eux qui les finissent. C'est d'ailleurs le général Zaloujny, l'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne, qui l'avait dit. Il dit on commence une guerre avec des soldats, on commence une guerre avec des politiques et on la termine avec des hommes, avec des civils, parce qu'on n'a plus que ça. Et voilà, donc la guerre, c'est pas simplement ça commence, ça tue des gens et ça s'arrête. Ça continue à rester dans les chairs, à meurtrir les chairs, donc ça, il faut le savoir. C'est un petit peu de tout ça dont vous témoigne sur Omerta. Et aussi, je rappelle les 2 documentaires d'Anne-Laure en particulier sur le Donbass, celui sur l'Arménie et celui sur les Gilets jaunes. Merci beaucoup, Régis. Merci Anne-Laure. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.